Elle s'est évanouie dans la file du supermarché. Il l'a soulevée dans ses bras comme si elle lui appartenait déjà, devant tout le monde. Un étranger à l'odeur de pouvoir et au regard ferme. Et il ne semblait pas disposé à la laisser partir. Qu'imaginez-vous pour la suite de cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en nous disant de quelle ville vous nous suivez. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives pour un prix modique. Accédez au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Juliette Rivière était une femme ordinaire, luttant quotidiennement contre les difficultés que la vie lui imposait dans le quartier animé de Montmartre, à Paris. À 32 ans, elle partageait son temps entre deux emplois. Le matin, elle était secrétaire dans une petite entreprise de comptabilité et le soir, elle donnait des cours particuliers de français pour compléter ses revenus. L'argent qu'elle gagnait suffisait à peine à payer le loyer de son petit appartement et à aider sa grand-mère Thérèse, qui l'avait élevée depuis l'enfance après le décès de sa mère. Cet après-midi de décembre, la chaleur parisienne était particulièrement étouffante malgré la saison. La climatisation du bureau était tombée en panne, et Juliette sentait l'épuisement peser sur ses épaules, tandis qu'elle marchait rapidement dans l'allée du supermarché après avoir quitté son travail. Elle devait acheter les provisions de la semaine et avait encore un cours à donner à 7 heures du soir. Le temps était rare, tout comme son argent. « Je dois acheter uniquement l'essentiel », murmura-t-elle pour elle-même, calculant mentalement combien elle pouvait dépenser. Les factures du mois étaient en retard, et l'argent des cours particuliers n'arriverait que la semaine suivante. Elle mit dans son chariot du riz, des haricots, quelques légumes et le médicament pour la tension de sa grand-mère, un article qui ne pouvait pas manquer. En arrivant à la caisse, la file était longue. Juliette regarda sa montre nerveuse. Il ne restait que 40 minutes avant son prochain cours et le trajet jusqu'au domicile de l'élève prendrait au moins une demi-heure. Elle ressentit un léger vertige, mais l'attribua à la fatigue et à la chaleur. Depuis plusieurs jours, elle ne se nourrissait pas correctement, privilégiant les médicaments de sa grand-mère plutôt qu'une alimentation adéquate pour elle-même. Pendant qu'elle attendait, les lumières du supermarché commencèrent à paraître plus intenses, presque aveuglantes. Les sons autour d'elle se déformèrent, comme si elle était submergée. La caissière semblait dire quelque chose, mais Juliette n'arrivait pas à comprendre. C'est alors qu'elle se rendit compte que son corps ne répondait plus. Ses genoux cédèrent et avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, tout devint noir. « Madame, madame, vous m'entendez ?» La voix grave et préoccupée semblait venir de très loin. Juliette essaya d'ouvrir les yeux, mais la clarté la gênait. Quand elle y parvint enfin, elle se vit allongée sur le siège en cuir d'une voiture qui n'était définitivement pas un taxi ordinaire. La climatisation soufflait doucement, soulageant la chaleur qui l'étouffait auparavant. « Où suis-je » demanda-t-elle, la voix faible et confuse. « Restez tranquille. Vous vous êtes évanoui au supermarché. Je vous emmène à l'hôpital Saint-Louis. C'est le plus proche et il a d'excellentes urgences. » Juliette tenta de se redresser, remarquant seulement alors l'homme qui conduisait. Il était grand, aux épaules larges, vêtu d'un costume qui, même pour son regard profane, semblait extrêmement coûteux. Ses yeux marrons l'observaient dans le rétroviseur avec une inquiétude sincère. « Ne vous inquiétez pas, les courses sont dans le coffre. J'ai demandé qu'on emballe tout pendant que nous appelions à l'aide. »« Mais qui êtes-vous? Pourquoi m'aidez-vous » demanda Juliette, encore étourdie, se sentant vulnérable dans cet environnement inconnu. « Rémi Dubois, » répondit-il. « Simplement. J'étais au supermarché quand je vous ai vu vous évanouir. Je ne pouvais pas vous laisser là. » Le nom sembla vaguement familier à Juliette, mais dans son état confus, elle ne put faire le rapprochement. Elle tenta de se rappeler les derniers moments avant l'évanouissement. La file, la chaleur, l'inquiétude pour l'horaire et les factures à payer. « Ma grand-mère !» s'exclama-t-elle soudainement, se souvenant de Thérèse. « Elle est seule. À la maison, elle va s'inquiéter si je ne rentre pas. Nous pourrons l'appeler dès que nous arriverons à l'hôpital, » dit Rémi, avec un calme qui, étrangement, la fit se sentir plus en sécurité. « Quel était votre nom ?»« Juliette. Juliette Rivière, »
répondit-elle, observant l'avenue des Champs-Élysées par la fenêtre de la voiture. Il se dirigeait vers les beaux quartiers, une zone de la ville qu'elle fréquentait rarement. « Écoutez, je vous remercie pour votre aide, mais je ne peux pas aller à l'hôpital maintenant. J'ai un cours à donner dans... » Elle regarda sa montre. 20 minutes. Rémi secoua la tête, inflexible. Personne qui s'évanouit en public n'est en état de donner un cours, Juliette. Votre santé passe avant tout, l'élève comprendra. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, ferme mais pas autoritaire, qui l'empêcha de protester à nouveau. Au fond, elle savait qu'il avait raison. Elle n'était pas en état de travailler, mais la nécessité parlait plus fort que la prudence. « Les factures ne se paient pas toutes seules », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. La voiture s'arrêta doucement devant l'entrée des urgences de l'hôpital. Avant que Juliette ne puisse atteindre la poignée, Rémi était déjà dehors, lui ouvrant la porte. Il offrit son bras comme soutien et elle l'accepta, se rendant compte que ses jambes étaient encore tremblantes. À l'accueil, à sa grande surprise, il n'y eut ni file d'attente ni bureaucratie. Il suffit que Rémi mentionne son nom pour qu'une infirmière apparaisse promptement avec un fauteuil roulant. « Je n'ai pas besoin de ça », protesta Juliette, mais son corps la trahit à nouveau avec un vertige qui la fit s'agripper au comptoir. « Procédure. Standard », dit l'infirmière avec un sourire gentil, l'aidant à s'asseoir. Tandis qu'on l'emmenait à l'intérieur, Juliette regarda en arrière et vit Rémi discuter avec la réceptionniste, le téléphone déjà à l'oreille, apparemment en train de passer des appels. Qui était cet homme? Pourquoi faisait-il tant pour une parfaite inconnue? Dans le cabinet de consultation, le médecin posa plusieurs questions sur son alimentation, sa routine de travail et ses antécédents médicaux. Quand Juliette mentionna qu'elle sautait fréquemment des repas pour économiser, le médecin fronça les sourcils. « Vous souffrez d'anémie sévère et d'hypotension », expliqua-t-il après les examens préliminaires. « Nous allons faire quelques analyses de sang pour écarter d'autres conditions. Mais il est évident que votre corps est épuisé et mal nourri. » Juliette acquiesça, honteuse. Elle savait qu'elle ne prenait pas bien soin d'elle-même, mais que pouvait-elle faire? La vie ne lui avait pas donné beaucoup d'options. Quand le médecin sortit, l'infirmière entra avec un sourire curieux. « Cet homme qui vous a amené, savez-vous qui c'est ?» Juliette fit non de la tête. Rémi Dubois, le propriétaire de Dubois Immobilier. Pratiquement la moitié des nouveaux immeubles des beaux quartiers portent sa signature. On dit que sa fortune est estimée à des milliards. La mâchoire de Juliette tomba. Maintenant, elle comprenait pourquoi le nom lui semblait familier. Elle avait vu des reportages sur lui dans des magazines et des journaux, toujours associés à de grands projets immobiliers et à des événements caritatifs. Cet homme, l'un des entrepreneurs les plus puissants de Paris, avait interrompu sa routine pour aider une inconnue dans un supermarché. L'infirmière continua. « Il est là dehors, demandant de vos nouvelles. Il semble vraiment inquiet. Vous avez de la chance, ma chère. » De la chance? Juliette n'était pas sûre que ce soit le mot juste. Pendant que le sérum goutte à goutte reconstituait lentement les nutriments qui manquaient à son corps, elle réfléchissait aux chemins étranges que prenait la vie. Elle n'aurait jamais imaginé que sa journée se terminerait ainsi dans un hôpital de luxe, soignée grâce à l'intervention d'un milliardaire. Après 3 heures à l'hôpital, Juliette reçut son congé avec une série de recommandations médicales, des vitamines et un régime strict pour récupérer sa santé. En sortant du cabinet, elle fut surprise de trouver Rémi Dubois encore dans la salle d'attente, absorbé par sa tablette. Il leva les yeux quand l'infirmière ouvrit la porte et, en voyant Juliette, rangea son appareil et s'approcha. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il avec une inquiétude sincère. « Mieux, merci » répondit Juliette, encore gênée par toute la situation. « Pardonnez-moi pour le dérangement. Vous ne me connaissez même pas et vous avez perdu des heures de votre journée à cause de moi. » Rémi sourit, un sourire qui semblait illuminer ses yeux marrons et adoucir les lignes d'expression sur son visage. « Ce n'était pas un dérangement. Je suis heureux que vous alliez bien. »« J'ai réussi à parler à ma grand-mère, » continua Juliette. « Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Maintenant, je dois juste trouver un taxi pour rentrer chez moi. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit Rémi, indiquant la sortie. « Mon chauffeur peut vous ramener chez vous. Vos courses sont toujours dans la voiture. » Juliette hésita. Elle avait déjà accepté trop d'aide de cet étranger, aussi riche et bien intentionné soit-il.
Son indépendance, cultivée à dure peine après des années de difficultés, l'empêchait d'accepter plus de faveurs. « Je vous remercie, mais je ne peux pas accepter. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi aujourd'hui. » Rémi la regarda, étudiant son visage pâle et ses yeux fatigués qui, malgré tout, démontraient une force qui l'intriguait. « Je comprends votre point de vue, mais pensez de façon pratique. Il est déjà tard, vous êtes encore faible, et il y a une voiture à votre disposition avec vos courses. Ce n'est pas une faveur, c'est simplement du bon sens. » Il y avait quelque chose dans sa logique qui était difficile à réfuter. Juliette regarda sa montre. Presque 10 heures du soir. Les bus seraient bondés, et un taxi des beaux quartiers jusqu'à Montmartre coûterait plus qu'elle ne pouvait se permettre de dépenser. « D'accord, céda-t-elle finalement. Mais j'accepte seulement le trajet. Et je promets que je vous le rendrai d'une façon ou d'une autre. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit Rémi, la guidant gentiment vers la sortie de l'hôpital. « Votre santé est une récompense suffisante. » Sur le parking, Juliette remarqua que la voiture n'était pas la même que celle qui l'avait conduite à l'hôpital. Celle-ci était plus grande, plus spacieuse, avec un chauffeur en uniforme qui ouvrit la porte dès qu'il les vit approcher. « Bonsoir. »« Mademoiselle » salua l'homme poliment. À l'intérieur du véhicule, le luxe discret contrastait avec tout ce que Juliette connaissait. Les sièges en cuir souple, l'arôme doux d'un parfum coûteux, les détails en bois noble. C'était comme entrer dans un autre monde, un monde qu'elle ne connaissait que par les magazines et la télévision. « Voici Jean, mon chauffeur de confiance. Depuis plus de 15 ans, » présenta Rémi tandis qu'il s'installait. « Jean, voici mademoiselle Juliette Rivière. Nous allons la raccompagner chez elle à Montmartre. » Le trajet commença en silence. Juliette observait par la fenêtre les lumières de la ville, se sentant comme une intruse dans cet environnement raffiné. Rémi, quant à lui, semblait à l'aise, répondant occasionnellement à des messages sur son téléphone, mais lançant toujours des regards attentifs dans sa direction, comme s'il voulait s'assurer qu'elle allait toujours bien. « Alors, » commença Juliette, brisant le silence, « l'infirmière m'a dit qui vous êtes. Je dois dire que je suis surprise qu'un entrepreneur aussi occupé ait le temps d'aider une inconnue. » Rémi sourit, rangeant son téléphone. « Vous ne devriez pas ?»« L'être, n'importe qui aurait fait la même chose. » « Non, ce n'est pas vrai, » rétorqua Juliette avec une franchise qui les surprit tous les deux. « En réalité, beaucoup de gens passeraient leur chemin, faisant semblant de ne pas voir. Le monde n'est pas aussi solidaire que vous semblez le croire. » L'entrepreneur la regarda avec un intérêt renouvelé. Il y avait une sagesse dans ses paroles, une compréhension de la réalité qui venait de l'expérience, pas des livres ou des théories. « Peut-être avez-vous raison, » admit-il, « mais je préfère croire le meilleur des gens, même en sachant que je peux être déçu. »« Un optimiste donc, » conclut Juliette avec un léger sourire. « Un réaliste plein d'espoir, » corrigea-t-il. « Et, s'il vous plaît, appelez-moi Rémi. Monsieur me fait sentir plus vieux que mes 40 ans. » Juliette acquiesça, se sentant plus détendue. Il y avait quelque chose dans sa présence qui inspirait confiance, malgré l'abîme social qui les séparait. « Le médecin a dit que vous travaillez trop et que vous vous alimentez trop peu, » commenta Rémi après quelques minutes. « Cela ne me semble pas être une combinaison saine. » Juliette soupira. « Nous n'avons pas toujours le luxe de choisir, Rémi. J'ai des factures à payer, une grand-mère dont je dois prendre soin. Parfois, les repas doivent être sacrifiés. Personne ne devrait avoir à choisir entre manger et payer ses factures, » dit-il, une note d'indignation dans sa voix calme. « Bienvenue dans la réalité de la majorité des Français, » répondit Juliette, sans amertume, constatant simplement un fait. La voiture s'arrêta à un feu rouge, et le silence revint, plus lourd cette fois. Rémi semblait pensif, comme s'il digérait ses paroles, confrontant sa vision privilégiée à la dure réalité que Juliette représentait. « Et que faites-vous à part vous évanouir dans les supermarchés ?» demanda-t-il, tentant d'alléger l'atmosphère avec une touche d'humour. Juliette rit, appréciant la tentative. « Je suis secrétaire pendant la journée et professeure particulière le soir. Ce n'a pas toujours été ainsi. J'étudiais les lettres à la Sorbonne, mais j'ai dû suspendre mes études quand ma grand-mère est tombée malade. Depuis, c'est un jour à la fois. Et vous comptez reprendre vos études ? » « Bien sûr, » répondit-elle promptement. « Dès que les choses se stabiliseront, il ne me reste que 2 semestres pour obtenir mon diplôme. » Rémi acquiesça, admirant
silencieusement la détermination qu'il voyait chez cette femme. Beaucoup, dans sa situation, auraient abandonné depuis longtemps. La voiture entra dans Montmartre, et Juliette commença à donner des instructions au chauffeur, le guidant dans des rues plus étroites, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un immeuble ancien de 4 étages, sans ascenseur, peint d'un jaune délavé par le temps. « C'est ici », annonça-t-elle, se préparant à sortir. « Merci pour le trajet et pour tout. »« Attendez, » dit Rémi sortant également de la voiture. « Laissez-moi vous aider avec les courses. » Avant qu'elle ne puisse protester, il retirait déjà les sacs du coffre, insistant pour les porter jusqu'à la porte de son appartement. Jean, le chauffeur, resta dans la voiture, observant la scène avec un sourire discret, comme s'il avait déjà vu son patron dans des situations similaires auparavant. En montant les escaliers jusqu'au 3e étage, Juliette se sentit gênée par le contraste entre l'opulence de la voiture de Rémi et la simplicité de l'immeuble où elle habitait. Les murs écaillés, l'éclairage précaire, l'odeur de nourriture qui imprégnait le couloir, tout semblait encore plus évident en présence de cet homme habitué au luxe. En arrivant à la porte de l'appartement 302, ils entendirent des pas pressés de l'autre côté. La porte s'ouvrit avant même que Juliette ne puisse prendre ses clés, révélant une dame aux cheveux blancs et aux yeux vifs qui enveloppa immédiatement sa petite fille dans une étreinte serrée. « Mon Dieu du ciel, ma fille, tu m'as fait... » « Une peur terrible !» s'exclama Thérèse, examinant le visage de sa petite fille avec les yeux expérimentés de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître les signes d'épuisement. « Je vais bien, mamie. C'était juste un malaise passager, » répondit Juliette, essayant de la rassurer. Ce fut seulement à ce moment que Thérèse remarqua la présence de Rémi, debout dans le couloir avec les sacs de course. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en percevant l'homme grand et bien vêtu qui détonnait complètement dans cet environnement. « Et qui est ce monsieur ?» demanda-t-elle, regardant l'étranger avec méfiance. « C'est Rémi Dubois, » présenta Juliette. « Il m'a aidé quand je me suis senti mal au supermarché et m'a emmené à l'hôpital. » Le regard de Thérèse s'adoucit immédiatement. « Alors, c'est vous l'ange gardien dont ma petite fille m'a parlé au téléphone. Entrez, je vous en prie. Je viens de faire du café. » « Je ne veux pas déranger, Madame Thérèse. Je suis juste venue aider avec les courses. »« Aucun dérangement, » insista la vieille dame, ouvrant davantage la porte. « C'est le minimum que je puisse faire pour celui qui a aidé ma Juliette. » Rémi hésita, regardant Juliette comme s'il demandait la permission. Elle haussa les épaules avec un petit sourire, indiquant qu'il était inutile d'essayer de refuser une invitation de sa grand-mère. « Un café serait parfait, » céda-t-il finalement, entrant dans le petit appartement et posant les sacs sur la table de la cuisine. Tandis que Thérèse s'occupait à préparer le café, Juliette se rendit compte qu'elle voyait son propre foyer à travers les yeux de Rémi. Le canapé usé mais propre, les rideaux faits main, les quelques livres soigneusement organisés sur l'étagère improvisée. C'était un foyer simple, mais plein de dignité, le meilleur que sa grand-mère et elle pouvaient maintenir avec leurs ressources limitées. « C'est un endroit chaleureux », commenta Rémi, comme s'il lisait dans ses pensées, et la sincérité dans sa voix surprit Juliette. Il n'y avait pas de condescendance, juste une observation honnête. « Nous faisons ce que nous pouvons », répondit-elle, commençant à ranger les courses pour occuper ses mains et dissimuler son embarras. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange dans les sacs. Il y avait des articles qu'elle ne se souvenait pas avoir mis dans son chariot. Des fruits frais, des morceaux de viande de première qualité, des jus naturels, une boîte de chocolat fin. Elle regarda Rémi avec un sourcil levé et il haussa simplement les épaules, feignant l'innocence. « Ordre du médecin, » murmura-t-il avec un léger sourire au coin des lèvres, « pour votre rétablissement. » Une semaine s'était écoulée depuis l'incident au supermarché. Juliette avait repris sa routine, bien qu'avec quelques changements significatifs. Suivant les recommandations médicales, elle avait réorganisé ses horaires pour assurer des repas adéquats et des moments de repos. Étonnamment, son réfrigérateur continuait d'être approvisionné avec des aliments frais qui apparaissaient mystérieusement à sa porte, toujours accompagnés d'une simple carte avec l'initiale R. Thérèse souriait chaque fois qu'elle trouvait les paniers sur le seuil de la porte, se levant plus tôt que sa petite fille, simplement pour les recueillir, avant qu'elle ne puisse protester ou essayer de les rendre. « Laisse ce jeune homme t'aider, Juliette.
disait la grand-mère quand sa petite fille exprimait son malaise face à cette situation. Dans la vie, nous devons savoir tant donner que recevoir. Ce matin de vendredi, en arrivant au bureau de comptabilité où elle travaillait, Juliette fut surprise par un immense arrangement floral sur son bureau. Des lys blancs, ses préférés, bien qu'elle ne se souvienne pas d'avoir mentionné cela à Rémi lors de leur brève rencontre. On dirait que quelqu'un a un admirateur, commenta Denise, la réceptionniste, avec un sourire malicieux. Des fleurs aussi chères ne viennent pas de n'importe qui. Juliette ignora le commentaire, bien qu'elle sentît son visage s'échauffer. Elle chercha la carte parmi les fleurs et l'ouvrit avec des doigts légèrement tremblants. « J'aimerais vous inviter à dîner ce soir. Mon chauffeur viendra vous chercher à 20h, si vous acceptez. R. » Court et direct, typique d'un homme habitué à voir ses demandes satisfaites. Juliette soupira, partagée entre la curiosité et le bon sens. Quel intérêt un homme comme Rémi Dubois pourrait-il avoir pour elle? Était-ce simplement de la charité ou quelque chose de plus? Le téléphone de l'entreprise sonna, interrompant ses pensées. Denise répondit et quelques secondes plus tard, l'appela avec une expression d'étonnement. « C'est pour toi, c'est lui. Rémi Dubois. » Juliette prit le téléphone, consciente des regards curieux de ses collègues. Tous ici savaient qui était Rémi. Son visage apparaissait fréquemment dans des magazines d'affaires et des colonnes sociales. « Allô ?» répondit-elle, essayant de paraître professionnelle malgré sa nervosité. « Juliette !» Sa voix sonnait, différemment au téléphone, plus grave, mais toujours reconnaissable. « Avez-vous reçu mes fleurs ?»« Oui, elles sont magnifiques. Merci. Mais vous n'aviez vraiment pas besoin. »« Avez-vous aimé l'invitation ?» l'interrompit-il, allant droit au but. Juliette hésita. « Je ne sais pas si c'est approprié. Nous nous connaissons à peine. C'est précisément pour cela que je vous invite à dîner, pour mieux nous connaître. » La logique était irréfutable, mais Juliette sentait toujours qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. Un homme de la position sociale de Rémi, célibataire et convoité, invitant à dîner une secrétaire qu'il avait rencontrée dans des circonstances si inhabituelles. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, la franchise l'emportant sur l'étiquette. « Il doit y avoir des dizaines de femmes plus intéressantes et de votre cercle social qui seraient heureuses d'avoir une invitation de votre part. » Il y eut un moment de silence, de l'autre côté de la ligne, comme si la question l'avait pris par surprise. « Parce que vous êtes authentique, » répondit-il finalement. « Dans le monde où je vis, Juliette, la sincérité est un bien rare, et vous m'intriguez. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas impressionné par mon argent ou ma position. » La réponse la désarma complètement. Elle n'attendait pas une telle honnêteté. « D'accord, céda-t-elle finalement. J'accepte le dîner, mais j'ai une condition. Je vous écoute. Pas de restaurant coûteux ou d'endroits extravagants. Je veux quelque chose de simple où je ne me sentirai pas complètement déplacé. » Rémi rit, un son authentique qui la fit sourire aussi. « C'est d'accord. Je connais l'endroit parfait. À plus tard, Juliette. » Le reste de la journée passa dans un flou d'anxiété et d'attente. Juliette essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à l'invitation et aux implications de ce dîner. À la fin de la journée, elle courut chez elle, anxieuse de se préparer. « J'ai un rendez-vous », annonça-t-elle à sa grand-mère dès qu'elle entra dans l'appartement. Thérèse, qui regardait son feuilleton préféré, éteignit immédiatement la télévision, toute son attention tournée vers sa petite fille. « Avec le bel entrepreneur ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'intérêt. « Oui », admit Juliette, se sentant comme une adolescente à nouveau. « Il m'a invité à dîner. »« Et tu as accepté. Dieu soit loué !» s'exclama Thérèse, se levant de son fauteuil avec une énergie surprenante pour ses 78 ans. « Viens, nous devons choisir une tenue appropriée. » Les 2 heures suivantes furent consacrées à fouiller dans la petite garde-robe de Juliette à la recherche de quelque chose d'approprié. Finalement, elles optèrent pour une robe bleu marine simple mais élégante que Juliette avait portée au mariage d'une amie 2 ans auparavant. « C'est parfait », déclara Thérèse, ajustant la ceinture qui définissait la taille de sa petite fille. « Classique, élégant, mais pas l'air de trop vouloir impressionner. » À 8 heures précises, la sonnette retentit. Juliette respira profondément, ajusta sa robe une dernière fois
et ouvrit la porte, s'attendant à trouver Jean, le chauffeur. À sa surprise, c'était Rémi lui-même qui était là, impeccablement vêtu d'un costume gris foncé qui semblait avoir été fait sur mesure pour ses larges épaules. « Bonsoir », la salua-t-il, ses yeux parcourant rapidement la silhouette de Juliette avec une appréciation évidente. « Vous êtes magnifique. »« Merci », répondit-elle, luttant contre la rougeur qui menaçait de monter le long de son cou. « Vous êtes très élégant aussi. »« Est-ce Rémi ?» demanda Thérèse, apparaissant derrière sa petite fille avec un sourire radieux. « Entrez, jeune homme, entrez. Juliette est presque prête. »« Je suis prête, mamie, » corrigea Juliette, prenant son petit sac à main sur le canapé. « Mais je n'ai pas encore offert un café au jeune homme, » protesta la vieille dame. « Une autre fois, madame Thérèse, » promit Rémi avec un sourire charmant. « Aujourd'hui, j'ai une réservation à honorer. » Thérèse acquiesça, satisfaite de la promesse. « Prenez bien soin de ma petite, et ne la ramenez pas trop tard. »« Mamie !» s'exclama Juliette, mortifiée. « Je ne suis plus une adolescente. »« Pour moi, tu le seras toujours, » répondit la grand-mère, l'embrassant sur la joue. « Amusez-vous bien, les enfants. » Sur le chemin du restaurant, Juliette remarqua qu'il ne se dirigeait pas vers les beaux quartiers, où elle imaginait que se trouvaient les restaurants fréquentés par quelqu'un comme Rémi. Au lieu de cela, la voiture traversait la ville en direction de Pigalle, le quartier bohème connu pour sa vie nocturne vibrante et authentique. « Où allons-nous » demanda-t-elle, curieuse. « Vous avez demandé quelque chose de simple, où vous ne vous sentiriez pas déplacé, lui rappela-t-il. Je connais un endroit qui sert la meilleure cassoulet de Paris, accompagné d'un accordéoniste qui ferait danser n'importe qui. C'est simple, mais la nourriture est divine et l'atmosphère authentique. » Juliette le regarda avec une nouvelle admiration. Elle s'attendait à ce qu'il l'emmène dans un bistrot discret, mais néanmoins élégant. Elle n'aurait jamais imaginé que Rémi Dubois fréquenterait un restaurant à Pigalle, encore moins un qui servait du cassoulet avec un accordéoniste. « Surprise ?» demanda-t-il, remarquant son expression. « Je dois avouer que oui, » admit-elle. « Ça ne semble pas être le genre d'endroit que vous fréquenteriez. »« Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore sur moi, Juliette, » répondit-il, une lueur de mystère dans ses yeux. « Je suis né à Belleville, saviez-vous? Mon père était chauffeur de bus et ma mère couturière. Je n'ai déménagé dans les beaux quartiers qu'après mes 30 ans, quand le premier grand projet de Dubois a fonctionné. Cette révélation l'a pris complètement au dépourvu. L'homme à ses côtés, qu'elle imaginait être né dans un berceau doré, venait d'origine aussi modeste que les siennes. « Comment avez-vous réussi? Construire un empire en partant de zéro ?» demanda-t-elle, sincèrement intéressée. « Travail? Acharné, un peu de chance et beaucoup de persévérance, » répondit-il. « J'ai commencé comme coursier dans une entreprise de construction à 16 ans. J'étudiais le soir. J'ai obtenu une bourse pour l'école polytechnique. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. J'ai économisé chaque centime que je gagnais. Et quand l'opportunité d'investir dans un petit terrain à Neuilly s'est présentée, je n'ai pas hésité. C'était un risque calculé qui a fini par porter ses fruits. » La voiture s'arrêta devant une ancienne maison à Pigalle, dont la façade préservée ne donnait pas d'indice sur l'ambiance intérieure. Une enseigne discrète indiquait « Le jardin du Midi depuis 1974 ». « Nous sommes arrivés », annonça Rémi, sortant de la voiture et la contournant pour ouvrir la porte à Juliette. En entrant, ils furent accueillis par le son enveloppant d'un accordéoniste qui jouait sur une petite scène au fond de la salle. Les tables en bois étaient presque toutes occupées par une clientèle diversifiée, touristes, parisiens de tous âges, couples, familles et groupes d'amis. « Rémi !» s'exclama un homme d'âge moyen, s'approchant avec un large sourire. « Combien de temps, mon ami ?»« Jacques !» salua Rémi, embrassant l'homme avec une familiarité évidente. « Voici Juliette. Juliette, c'est Jacques, le propriétaire de ce paradis gastronomique et un vieil ami. »« Enchanté, mademoiselle, » dit Jacques, baisant la main de Juliette, avec une galanterie désuète qui la fit sourire. « Tout ami de Rémi est très bienvenu ici. Vous avez réservé notre table ?» demanda Rémi. « Bien sûr, la meilleure de la maison, comme toujours. » Jacques les conduisit à une table dans un coin, partiellement isolé, mais avec une excellente vue sur la Seine. C'était un emplacement privilégié, assez discret pour une conversation privée, mais toujours intégré à l'atmosphère vibrante du restaurant. « Le cassoulet est en route, »
informa Jacques avec un clin d'œil. « Et une bouteille de notre meilleur, vin pour l'accompagner. » Quand ils furent seuls, Juliette regarda autour d'elle, absorbant l'énergie du lieu, les murs décorés, d'instruments anciens et de photographies en noir et blanc, d'accordéonistes célèbres, le sol en bois usé par les pieds d'innombrables danseurs, l'arôme irrésistible de la cuisine maison. « Vous aimez ?» demanda Rémi, l'observant attentivement. « J'adore, » répondit-elle sincèrement. « C'est exactement le genre d'endroit que je fréquenterais par choix. Comment l'avez-vous découvert ?» « Jacques s'était ami avec mon père, » expliqua-t-il. « J'ai grandi en venant ici les week-ends. Quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, j'ai aidé Jacques à rénover l'espace, mais à condition qu'il conserve l'essence originale. Cet endroit est un morceau de l'âme de Paris qui mérite d'être préservé. » Le vin arriva, suivi du cassoulet servi dans des terrines en terre cuite fumante, accompagné de pain frais, de salade verte et d'oranges fraîches. La présentation était simple, mais l'arôme était divin. « Un toast, » proposa Rémi, levant son verre. « Aux rencontres inattendues. »« Aux rencontres inattendues, » convint Juliette, touchant son verre au sien, se permettant pour la première fois depuis longtemps de simplement profiter du moment sans se soucier du lendemain. Le dîner au jardin. Du midi marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie de Juliette. Dans les semaines qui suivirent, Rémi et elle commencèrent à se voir régulièrement. Il l'emmenait découvrir des endroits qui, bien qu'étant dans la même ville où elle était née et avait grandi, semblaient appartenir à un univers complètement différent. Des galeries d'art à Montmartre, des concerts à l'Opéra Garnier, des promenades au bois de Boulogne. Chaque rencontre révélait une nouvelle facette de Paris que Juliette n'avait jamais eu le temps ou les ressources d'explorer. Cet après-midi de samedi, Rémi l'avait invité à se promener au jardin du Luxembourg. Il marchait côte à l'ombre des grands marronniers, tandis que Juliette écoutait attentivement, pendant qu'il racontait l'histoire du lieu, une connaissance qui la surprenait. « Comment savez-vous tant sur tout ?» demanda-t-elle sincèrement impressionnée. Rémi sourit, cueillant une petite fleur tombée et la lui tendant. « Quand on grandit sans beaucoup, on apprend à valoriser la connaissance. J'ai passé mon adolescence dans des bibliothèques publiques. Lisant tout ce que je pouvais, c'était ma façon de voyager, de m'échapper. » Juliette fit tourner la fleur entre ses doigts, réfléchissant à ses paroles. C'était étrange comme, malgré des origines similaires, leur chemin avait été si différent. Tandis qu'elle luttait quotidiennement pour survivre, il avait construit un empire. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, remarquant son silence. « À combien la vie est imprévisible » répondit-elle sincèrement. « Il y a un mois, je m'évanouissais dans un supermarché, préoccupé par des factures en retard. Maintenant, je me promène au jardin, du Luxembourg avec l'un des hommes les plus riches de Paris. » Rémi s'arrêta de marcher, se tournant pour la regarder. « Est-ce tout ce que je suis pour vous? L'un des hommes les plus riches de Paris ?» La question la prit au dépourvu. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Non, » répondit-elle finalement. « Vous êtes Rémi, l'homme qui connaît l'histoire de chaque arbre de ce jardin, qui préfère le cassoulet aux restaurants étoilés et qui, pour une raison que je ne comprends pas encore totalement, semble apprécier ma compagnie. » Le soulagement sur son visage fut visible. Il tendit la main, prenant la sienne avec douceur. « J'apprécie votre compagnie parce qu'avec vous, je peux être simplement Rémi, pas l'entrepreneur, pas l'héritier d'un empire que j'ai construit à partir de rien. Juste un homme qui apprécie la compagnie d'une femme extraordinaire. » Juliette sentit son visage s'échauffer avec le compliment, mais ne retira pas sa main. C'était la première fois qu'ils se touchèrent de façon aussi directe, et la sensation était à la fois confortable et électrisante. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-il, changeant de sujet comme s'il percevait son embarras. « Venez ?» Il la conduisit par un chemin latéral, moins fréquenté par les touristes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit banc en pierre partiellement caché par une glycine fleurie. L'endroit offrait une vue privilégiée d'un étang où des nénuphars flottaient majestueusement. « Mon refuge secret, » expliqua-t-il, indiquant le banc. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, loin du chaos des bureaux et des réunions. »« C'est magnifique, » murmura Juliette, s'asseyant et absorbant la tranquillité du lieu. « Merci de le partager avec moi. » Ils s'assirent en silence pendant
quelques minutes, appréciant simplement le paysage et la présence l'un de l'autre. Ce fut Rémi qui brisa finalement le silence. « J'ai reçu une invitation pour le bal annuel de la Fondation Paris Futur, la semaine prochaine, » commença-t-il, une légère nervosité dans sa voix habituellement confiante. « C'est un gala de bienfaisance pour récolter des fonds pour des projets sociaux dans la ville. J'aimerais que vous m'y accompagniez. » Juliette sentit un poids dans son estomac. Un bal de gala signifiait entrer officiellement dans le monde social de Rémi, un monde de personnes riches et influentes, de robes coûteuses et de bijoux éblouissants, un monde où elle serait inévitablement jugée et possiblement considérée comme inadéquate. « Je ne sais pas, Rémi, » hésita-t-elle. « Je n'ai pas de tenue appropriée pour ce genre d'événement. Je ne saurais pas comment me comporter. »« Quoi dire ? Vous seriez vous-même, » l'interrompit-il gentiment. « C'est tout ce que je demande toujours. Quant à la robe, je peux résoudre cela facilement. »« Je ne veux pas que vous dépensiez de l'argent pour moi, » protesta-t-elle, la fierté parlant plus fort. « Vous faites déjà trop. » Rémi soupira, passant la main dans ses cheveux dans un geste que Juliette reconnaissait déjà comme un signe de frustration contenue. « Juliette, je comprends et respecte votre fierté. C'est l'une des qualités que j'admire le plus chez vous. Mais cet événement est important pour moi, et je veux le partager avec la personne dont j'apprécie le plus la compagnie actuellement. Si la robe est un problème, nous pouvons trouver une solution qui n'offensera pas votre sens de l'indépendance. » Il y avait tant de sincérité dans ces paroles que Juliette sentit sa résistance diminuer. Pourtant, l'idée d'entrer dans ce monde l'effrayait profondément. « Les gens vont parler, » argumenta-t-elle. « Ils se demanderont qui est cet inconnu aux côtés du grand Rémi Dubois. »« Laissez-les parler, » répondit-il avec un haussement d'épaules. « Je ne me suis jamais soucié de l'opinion des autres, et je ne commencerai pas maintenant. » Juliette étudia son visage, cherchant tout signe de doute ou d'hésitation. Elle n'en trouva aucun. « D'accord, » céda-t-elle finalement. « J'irai avec vous, mais à une condition. »« Je vous écoute. »« La robe sera empruntée, pas un cadeau. Et je ferai un don à la fondation avec mon prochain salaire pour contribuer à ma façon. » Rémi sourit, ce sourire qui commençait dans les yeux et illuminait tout son visage. « C'est d'accord. » La semaine suivante, après beaucoup d'insistance de Thérèse, Juliette accepta l'aide d'une consultante en mode envoyé par Rémi. Ensemble, elles sélectionnèrent une longue robe d'un ton vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux et complétait sa peau olive. Elle était élégante sans être ostentatoire, sophistiquée sans donner l'impression qu'elle en faisait trop. Le soir du bal, quand Rémi vint la chercher, l'expression sur son visage en la voyant fut toute la validation dont Juliette avait besoin. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et pendant un moment, il sembla sans voix, une rareté pour un homme si articulé. « Vous êtes éblouissante, » dit-il finalement, lui offrant son bras. « Vous n'êtes pas mal non plus, » plaisanta-t-elle, essayant de cacher sa nervosité derrière l'humour. Le lieu de l'événement était le prestigieux hôtel de Crillon. C'est l'un des hôtels les plus luxueux et historiques de Paris. En entrant dans le salon décoré d'arrangements floraux extravagants et d'un éclairage sophistiqué, Juliette sentit tous les regards se tourner vers eux. Rémi, indifférent ou simplement habitué à l'attention, la conduisit avec assurance, saluant des connaissances d'un signe de tête discret. « Respirez, » chuchota-t-il, percevant sa tension. « Vous vous en sortez très bien. Tout le monde regarde, » murmura-t-elle en réponse. « Parce que vous êtes la femme la plus belle du salon, » répondit-il simplement. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent abordés par un couple d'âge, moyen. L'homme aux cheveux grisonnants et à la posture impeccable tendit la main à Rémi avec un sourire calculé. « Dubois, quel plaisir de vous voir ici à nouveau cette année. »« Ministre Lambert » salua Rémi avec une politesse formelle. « Comme toujours, la Fondation vous remercie pour votre soutien. » Les yeux du ministre se tournèrent vers Juliette, l'évaluant avec une curiosité mal dissimulée. « Et qui est votre charmante accompagnatrice ?»« Voici Juliette Rivière » présenta. Rémi une note de fierté évidente dans sa voix. « Juliette, voici le ministre des Infrastructures, Charles Lambert, et son épouse, Marie. »« C'est un plaisir de vous connaître, » dit Juliette, remerciant mentalement les leçons d'étiquette improvisées que Thérèse lui avait données la veille. « Le plaisir est le nôtre, ma chère, » répondit Marie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Et comment vous et Rémi vous êtes-vous rencontrés? Je ne me souviens pas de vous avoir vu dans les cercles habituels. La question était exactement ce que Juliette craignait. Comment expliquer qu'ils s'étaient rencontrés parce qu'elle s'était évanouie dans un supermarché à cause de la malnutrition et de l'excès de travail? Nous nous sommes rencontrés dans des circonstances inhabituelles, intervint Rémi doucement. Et j'en suis reconnaissant tous les jours. La réponse élégante détourna la conversation vers des sujets plus sûrs. Bientôt, d'autres invités se joignirent au groupe, et Juliette se retrouva au centre d'un cercle de personnes influentes, politiciens, entrepreneurs, célébrités. À sa surprise, elle réussit à maintenir les conversations qui coulaient naturellement, grâce à son intelligence vive et à sa capacité d'écoute sincère. « Alors vous êtes professeur ?» demanda une célèbre actrice, semblant réellement intéressée. « Je donne des cours particuliers de français, » expliqua Juliette, « et je suis dans les derniers semestres de lettres à la Sorbonne. »« Fascinant. J'ai toujours eu des difficultés avec la grammaire, » confessa l'actrice avec un léger rire. « Peut-être devrais-je engager vos services. » La conversation dériva vers d'autres sujets, et Juliette se sentit progressivement plus à l'aise. Rémi restait à ses côtés, touchant occasionnellement légèrement son dos dans un geste de soutien silencieux qu'elle appréciait immensément. Quand le dîner fut annoncé, il fut reconduit à une table proche de l'estrade. Juliette remarqua qu'ils étaient assis à la table principale, avec le président de la fondation et d'autres figures clés de l'événement. La position de choix n'échappa pas aux autres invités qui lançaient des regards curieux dans sa direction. « Pourquoi sommes-nous à la table principale ?» chuchota-t-elle à Rémi pendant qu'il s'asseyait. « Parce que je suis le plus grand donateur individuel de la Fondation cette année, » répondit-il naturellement, comme si ce n'était rien d'extraordinaire. Avant qu'elle ne puisse assimiler complètement cette information, le président de la Fondation monta sur l'estrade pour les remerciements formels. « Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je donne le coup d'envoi à notre bal annuel, » commença-t-il. « Cette année, grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons atteint l'objectif record de 20 millions d'euros, qui seront intégralement appliqués à des projets sociaux dans les communautés les plus vulnérables de Paris. » Des applaudissements enthousiastes remplirent la salle. Le président continua. « J'aimerais remercier spécialement notre plus grand bienfaiteur, qui a contribué à lui seul à hauteur de 5 millions d'euros cette année. Un homme dont la vision pour l'avenir de Paris va bien au-delà des projets. Immobilier. Mesdames et messieurs, je demande une salve d'applaudissements pour Rémi Dubois. » Les applaudissements s'intensifièrent. Rémi, visiblement mal à l'aise avec la reconnaissance publique, se leva brièvement, fit un signe de tête en remerciement et se rassit rapidement. « 5 millions ?» questionna Juliette, dans un murmure incrédule quand il se rassit. « Ce n'est que de l'argent, » répondit-il, évitant son regard. « Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. » La simplicité de la réponse la laissa sans voix. Tandis que le dîner était servi, Juliette observait Rémi sous un nouveau jour. Derrière l'entrepreneur prospère et puissant, il y avait un homme sincèrement préoccupé par le bien-être des autres, quelqu'un qui utilisait sa fortune non seulement pour son propre confort, mais pour faire une différence dans la vie des moins fortunés. Après le dîner, quand l'orchestre commença à jouer, Rémi tendit la main l'invitant à danser. Au centre de la salle, parmi des couples qui avaient probablement fréquenté des cours de danse toute leur vie, Juliette se sentit d'abord maladroite. Mais la main ferme de Rémi sur sa taille la guidait avec assurance, lui faisant oublier les regards alentour. « Tout le monde nous regarde », murmura-t-elle, tandis qu'il glissait sur la piste. « Laissez-les regarder », répondit-il, ses yeux fixés sur les siens. « Je suis exactement où je veux être, avec exactement qui je veux être. » À ce moment, avec la musique les enveloppant et les bras de Rémi autour d'elle, Juliette se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle appartenait vraiment. Là, non pas au monde d'opulence et de privilèges, mais aux côtés de cet homme qui, contre toute probabilité, semblait valoriser sa présence au-dessus de tout autre. Le bal de gala ne fut pas seulement une soirée mémorable, mais un tournant dans la vie de Juliette. Les semaines suivantes apportèrent une série de changements, certains subtils, d'autres profondément transformateurs. Après l'événement, la presse parisienne se montra infatigable pour découvrir qui était la mystérieuse femme qui accompagnait le célibataire le plus convoité de Paris. Des photos du couple dansant à l'hôtel de Crillon
apparurent dans les colonnes mondaines et sur les sites de célébrités, toujours accompagnés de spéculations sur son identité. La première fois que Juliette vit son visage imprimé dans un magazine, en attendant dans la file d'une pharmacie, elle faillit s'évanouir à nouveau. Le titre « La nouvelle muse de Dubois » planait au-dessus d'une photo, d'elle souriant à Rémi pendant la danse. Elle sentit son estomac se nouer, un mélange de honte et d'indignation s'emparant de son être. « Tout va bien, madame ?» demanda la vendeuse, remarquant sa pâleur soudaine. « Oui, juste, un peu étourdie », répondit-elle automatiquement, payant ses achats et sortant rapidement. Sur le chemin du retour, elle appela Rémi, ce qu'elle faisait rarement pendant les heures de bureau, sachant à quel point il était généralement occupé. « Juliette ?» répondit-il, la surprise évidente dans sa voix. « Quelque chose est arrivé ?»« Je suis dans les magazines, » dit-elle sans détour, la voix tremblante. « À la une d'un magazine à potins à la pharmacie. Ils spéculent sur moi, sur nous. » Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. Quand Rémi parla à nouveau, sa voix était calme, presque résignée. « Je craignais que cela n'arrive. Je suis désolé, Juliette. Cette exposition vient avec le territoire, malheureusement. » Comment faites-vous face à cela? À des gens qui inventent des histoires sur votre vie, qui spéculent sur vos relations. J'ai appris à ignorer, répondit-il simplement. Ce qu'ils disent ressemble rarement à la réalité. Pouvons-nous en parler ce soir? J'ai une réunion dans 5 minutes, mais je veux discuter de cela correctement. Bien sûr, convint-elle, se sentant légèrement plus calme. Désolé d'interrompre votre journée. Vous n'êtes jamais une interruption, Juliette. Juste une pause bienvenue. Ce soir-là, Rémi l'emmena dîner dans son appartement au dernier étage d'un immeuble à Saint-Germain-des-Prés. C'était la première fois que Juliette visitait sa résidence, et la vue panoramique sur la Seine la laissa momentanément sans voix. L'appartement était spacieux et élégamment décoré, mais étonnamment accueillant, avec des étagères remplies de livres et des photographies en noir et blanc sur les murs, beaucoup d'entre elles représentant le Paris des décennies passées. « Avez-vous pris ces photos ?» demanda-t-elle, s'approchant d'un portrait particulièrement touchant d'un garçon souriant devant le Parc des Princes. « La plupart d'entre elles, » confirma Rémi, servant 2 verres de vin. « La photographie est un passe-temps que j'entretiens depuis l'adolescence. Celui-là, c'est moi, à 12 ans, la première fois que mon père m'a emmené voir un match du PSG. » Juliette sourit, imaginant le garçon de cette photo se transformant en l'homme devant elle. « Vous sembliez heureux. » « Je l'étais, convint-il. Malgré toutes les difficultés, j'ai eu une bonne enfance, mes parents y ont veillé. Ils doivent être très fiers de vous maintenant. » Une ombre traversa le visage de Rémi. « Mon père est décédé il y a 10 ans. Crise cardiaque. Ma mère vit à Versailles maintenant, dans une maison que j'ai achetée pour elle. Elle refuse de vivre dans un appartement, dit qu'elle a besoin d'un jardin pour être heureuse. Elle semble être une femme de caractère fort, commenta Juliette, souriant. « Vous n'avez pas idée, » rit Rémi, la conduisant jusqu'à la terrasse. « Dînons en plein air, la soirée est agréable. » La table était déjà dressée sur la spacieuse terrasse, avec des bougies et un arrangement simple de fleurs fraîches. Le dîner, préparé par son chef personnel, était sophistiqué sans être prétentieux, exactement comme Juliette commençait à percevoir que c'était le style de Rémi en toute chose. Pendant le repas, ils discutèrent de l'incident du magazine. Rémi expliqua comment les médias fonctionnaient, comment ils se nourrissaient de spéculations et comment, inévitablement, ils perdraient intérêt quand quelque chose de plus nouveau surgirait pour commenter. « Le mieux à faire est de ne pas réagir, conseilla-t-il. Toute réponse ne fait qu'alimenter plus d'histoires. C'est difficile, admit Juliette. Au bureau, tout le monde a vu les photos. Les questions sont interminables. Et comment vous sentez-vous à ce sujet ? Demanda-t-il, l'étudiant attentivement. D'être associé à moi publiquement ? Juliette réfléchit un moment. Je ne me soucie pas d'être associé à vous, Rémi. Je me soucie des insinuations, de l'idée que je suis avec vous par intérêt ou que je suis une sorte de divertissement temporaire. Rémi tendit la main sur la table, prenant la sienne. Nous deux connaissons la vérité, c'est ce qui importe. La sincérité dans ses yeux la réconforta plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Elle acquiesça, serrant légèrement sa main en réponse. « J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il, se levant après qu'ils eurent terminé le dessert.
quelque chose sur quoi je travaille depuis un certain temps. Il la conduisit jusqu'à son bureau, une pièce spacieuse avec vue sur la Seine, dominée par un grand bureau en bois foncé. Sur celui-ci, des plans architecturaux étaient éparpillés à côté d'un ordinateur portable ouvert. « C'est le projet Printemps », expliqua-t-il, indiquant les dessins. Un centre communautaire à la Courneuve, avec bibliothèque, salle de classe, crèche, dispensaire et espace pour des activités culturelles. Juliette examina les plans, impressionnée par l'ampleur et l'attention aux détails. « C'est incroyable, Rémi. Cela aidera beaucoup de personnes. »« C'est l'objectif, » convint-il. « Mais j'ai besoin de quelqu'un pour coordonner la partie éducative du projet, quelqu'un avec vision, empathie et connaissance pratique des besoins réels de la communauté. » Elle leva les yeux des plans, rencontrant son regard. « Et vous me racontez cela parce que je veux que vous assumiez cette position, » répondit-il directement. « Vous avez une formation en lettres, une expérience d'enseignante, et le plus important, vous comprenez les difficultés que ces personnes affrontent parce que vous y avez été confrontés. » Juliette sentit son cœur s'accélérer. La proposition était à la fois tentante et effrayante. « Rémi, je ne sais pas si j'ai les qualifications pour quelque chose d'aussi important. »« Vous avez toutes les qualifications qui importent, » insista-t-il. « Le reste, vous pouvez l'apprendre en chemin. De plus, nous offrirons tout le soutien nécessaire. Une équipe complète sera à votre disposition. Les gens penseront que vous m'avez donné le poste parce que nous sommes impliqués, argumenta-t-elle, l'insécurité prenant voix. Qu'ils le pensent, répondit-il avec un haussement d'épaule. Je sais reconnaître le talent quand je le vois et vous avez ce dont ce projet a besoin. Mais je comprends vos préoccupations. C'est pourquoi la décision finale sur qui coordonne le projet appartiendra à un comité indépendant. Je proposerai votre nom, mais vous passerez par le même processus de sélection que n'importe quel autre candidat. La façon dont il avait anticipé ses préoccupations et avait déjà une solution prête l'a surpris. C'était typique de Rémi. Toujours un pas en avant, toujours considérant tous les angles. « Puis-je y réfléchir » demanda-t-elle finalement. « Bien sûr », sourit-il. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Le projet ne sera officiellement lancé que dans 2 mois. » Puis, lendemain matin, en arrivant au bureau de comptabilité, Juliette fut appelée dans le bureau du patron. Le cœur battant, imaginant si cela avait un rapport avec les photos dans les magazines, elle entra dans le petit bureau où M. Moreau l'attendait avec une expression grave. « Juliette, fermez la porte, s'il vous plaît, » demanda-t-il, indiquant la chaise en face de lui. Elle obéit, s'asseyant les mains croisées sur ses genoux pour dissimuler le tremblement. « J'imagine que vous savez pourquoi je vous ai appelé, » commença-t-il. « Si c'est à propos des photos dans les magazines, monsieur Moreau, je peux expliquer. »« Photos » l'interrompit-il confus. « Non, Juliette, je vous ai appelé ici parce que j'ai reçu une proposition d'emploi en votre nom, de Dubois Immobilier. » Juliette cligna des yeux, abasourdie. « Comment ça ?»« J'ai reçu un appel personnel de Rémi Dubois lui-même ce matin, » expliqua M. Moreau, semblant encore légèrement sous le choc. « Il m'a parlé d'un projet social qu'il développe et a dit que vous seriez parfaite pour diriger la partie éducative. »« Il vous a appelé ?» demanda-t-elle, ressentant un mélange de surprise et d'irritation. N'avait-il pas convenu qu'elle aurait du temps pour réfléchir? « Oui, » confirma M. Moreau, « et il a précisé que la décision vous appartient entièrement. Mais il a également offert un partenariat pour que notre entreprise fournisse des services comptables au projet, si vous acceptez. » L'astuce de Rémi la laissa momentanément sans voix. Il n'avait pas seulement respecté son besoin de décider par elle-même, mais il avait également veillé à ce que son patron actuel bénéficie de la transition, éliminant tout ressentiment possible. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Moreau. Dites que vous allez accepter, » s'exclama-t-il avec une animation inhabituelle pour son tempérament généralement réservé. « C'est l'opportunité d'une vie, Juliette, et, franchement, vous le méritez. Vous avez toujours été dévouée et compétente, mais n'importe, qui peut voir que votre potentiel va bien au-delà de ce que ce petit bureau peut offrir. » Les paroles de M. Moreau la touchèrent profondément. En 3 ans de travail ici, c'était le compliment le plus sincère qu'elle ait jamais reçu de lui. « Merci, » dit-elle, émue. « J'ai encore besoin de réfléchir, mais je vous remercie pour votre soutien. » En quittant le travail ce jour-là,
Juliette décida de marcher un peu avant de prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle avait besoin d'organiser ses pensées. La proposition de Rémi était tentante non seulement pour le salaire, qui serait certainement bien supérieur à ce qu'elle gagnait actuellement, mais pour l'opportunité de faire quelque chose de significatif, d'impacter positivement la vie de personnes dans des situations similaires à celles qu'elle-même avait affrontées. Cependant, elle ne pouvait ignorer le fait que l'invitation venait d'un homme avec qui elle était romantiquement impliquée. Cela jetterait-il toujours des doutes sur son propre mérite? Se demanderait-elle toujours si elle avait obtenu le poste pour ses qualifications ou pour sa relation avec Rémi? Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de son téléphone. C'était Thérèse. « Juliette, où es-tu, ma fille? Il y a une surprise qui t'attend à la maison. »« Quelle surprise, mamie ?» demanda-t-elle, intriguée par le ton animé de sa grand-mère. « Une lettre de l'université est arrivée, ça semble important. » Juliette hâta le pas jusqu'à l'arrêt de bus. Une demi-heure plus tard, elle entrait précipitamment dans l'appartement, où Thérèse l'attendait avec une enveloppe officielle de la Sorbonne dans les mains. « La voilà !» s'exclama la vieille dame, lui remettant le courrier. « Ouvre-la vite !» Avec des doigts légèrement tremblants, Juliette ouvrit l'enveloppe. À mesure qu'elle lisait son contenu, une expression d'étonnement se formait sur son visage. « C'est une bourse d'études », expliqua-t-elle à sa grand-mère. « Une bourse intégrale pour que je puisse terminer mon cursus de lettres sans avoir besoin de travailler. Elle inclut une allocation mensuelle pour les dépenses et le matériel didactique. »« Mais c'est merveilleux !» s'exclama Thérèse, embrassant sa petite fille. « C'est un miracle !» Juliette continua à lire, le front plissé. Il est indiqué « Récit que j'ai été sélectionné sur la base de mon parcours académique et une dissertation que j'ai soumise sur le rôle de l'éducation dans la transformation sociale. »« Quelle dissertation ?» demanda Thérèse confuse. « Exactement, » murmura Juliette. « Je n'ai jamais soumis une telle dissertation. » C'est alors que la compréhension la frappa comme un éclair. Rémi, ça ne pouvait être que lui. D'une manière ou d'une autre, il avait arrangé cette bourse, probablement en faisant un généreux don à l'université. La date sur le document, antérieure au bal de gala, antérieure même à leur premier dîner au Jardin du Midi, indiquait qu'il préparait cela depuis des semaines, peut-être depuis le début. Elle ressentit une vague d'émotions contradictoires, gratitude pour l'opportunité qu'elle désirait tant, mais aussi indignation qu'il ait pris une telle décision sans la consulter. Était-ce un geste généreux ou une intrusion présomptueuse? Dans sa vie, la lettre toujours à la main, elle prit le téléphone et composa le numéro de Rémi. « Juliette, » répondit-il, la voix chaleureuse, « je pensais justement à vous. »« J'ai reçu une lettre de l'université aujourd'hui, » dit-elle sans préambule. « Une mystérieuse bourse d'études pour laquelle j'ai apparemment soumis une dissertation que je n'ai jamais écrite. » Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. Quand Rémi parla à nouveau, sa voix était plus sérieuse. « Pouvons-nous en parler en personne? Il y a des choses que je préfère expliquer en vous regardant dans les yeux. » C'est... Enfin oui, vous êtes derrière tout ça. Un autre bref silence. « Oui, mais ce n'est pas ce que vous pensez, Juliette. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer en personne. » Elle respira profondément, essayant de contrôler le mélange d'émotions. « Je serai chez moi ce soir. Vous pouvez venir à 8 heures. J'y serai, promit-il avant de raccrocher. » Pendant qu'elle attendait, Juliette réfléchissait aux derniers mois. L'évanouissement au supermarché, les rencontres de plus en plus fréquentes, le bal de gala et maintenant ces deux propositions simultanées, le projet social et la bourse d'études. Coïncidence ou un plan soigneusement orchestré? Et si c'était un plan, quel était le véritable objectif de Rémi? Ponctuellement à 8 heures, la sonnette retentit. Juliette, qui avait passé les dernières heures à essayer d'organiser ses pensées et ses émotions, respira profondément avant d'ouvrir la porte. Rémi était là sans son habituel costume de travail, vêtu d'un jean et d'une chemise simple, une tentative délibérée d'informalité qui ne passa pas inaperçue à ses yeux. « Bonsoir », la salua-t-il, l'expression sérieuse reflétant la gravité de la situation. « Entrez », répondit Juliette sèchement, lui laissant de l'espace pour passer. Thérèse, assise dans son fauteuil préféré, se leva en voyant Rémi. « Bonsoir, mon garçon. Je vais dans ma chambre pour vous laisser discuter à l'aise. »« Ne vous dérangez pas, Madame Thérèse, » protesta-t-il. « Ce n'est pas un dérangement.
assura la vieille dame avec un sourire compréhensif. « D'ailleurs, mon feuilleton va bientôt commencer. » Avec un signe discret à sa petite-fille, elle se retira dans la petite chambre au fond de l'appartement. Quand ils furent seuls, un silence inconfortable remplit la pièce. Juliette indiqua le canapé et tous deux s'assirent, maintenant une distance consciente entre eux. « Vous me devez une explication, » commença-t-elle, allant droit au but. Rémi acquiesça, passant la main dans ses cheveux dans un geste qu'elle reconnaissait déjà comme un signe de nervosité. « Avant tout, je veux que vous sachiez que mes intentions étaient bonnes, Juliette. Peut-être que mes méthodes n'ont pas été les plus adéquates, mais l'objectif a toujours été d'aider. »« Aider » questionna-t-elle, la voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Interférer dans ma vie sans ma connaissance ou mon consentement n'est pas aider, Rémi. C'est de la manipulation. » Il la regarda, visiblement affecté par l'accusation. « Je n'ai jamais voulu vous manipuler. Quand j'ai su que vous aviez interrompu vos études pour des difficultés financières, j'ai pensé que je pourrais utiliser mes ressources pour corriger cette injustice. Un esprit brillant, comme le vôtre, ne devrait pas être empêché de se développer par manque d'argent. Et pourquoi ne pas m'avoir consulté? Pourquoi agir dans mon dos? Parce que je savais que vous refuseriez, admit-il, l'honnêteté dans sa voix indéniable. Votre fierté, votre indépendance, des qualités que j'admire profondément. Soit dit en passant, vous aurez fait rejeter toute aide financière directe. La bourse d'études semblait une solution qui vous permettrait de retourner à l'université sans sentir que vous acceptiez la charité. Juliette sentit son indignation vaciller légèrement. Sa logique avait du sens, même si l'approche avait été maladroite. Et le projet Printemps, c'était aussi une manière commode de m'aider sans blesser ma fierté? Non, répondit-il fermement. Le projet existe indépendamment de vous. J'ai commencé à le planifier il y a plus d'1 an, bien avant notre rencontre. Vous offrir la coordination éducative était une décision basée sur le mérite. Vous avez la formation adéquate, l'expérience pratique et, plus important, la sensibilité nécessaire pour comprendre les besoins de cette communauté. Comment puis-je croire cela maintenant? Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit qui vient de vous, sachant que vous êtes disposé à agir dans mon dos? La douleur dans ses yeux était palpable. Juliette, j'ai commis une erreur. De jugement, je l'admets, mais je n'ai jamais menti sur mes sentiments pour vous. Ce que je ressens est réel, et tout ce que j'ai fait était motivé par le désir de vous voir heureuse et épanouie. Juliette sentit des larmes se former, mais refusa de les laisser couler. C'est difficile à croire quand vous utilisez votre pouvoir et votre argent pour façonner ma vie sans ma connaissance. Cela me fait remettre en question tout ce qu'il y a entre nous. Tout était-il planifié, Rémi, depuis le début? Même la rencontre fortuite au supermarché. Il la regarda comme s'il avait été physiquement atteint. Comment pouvez-vous penser cela? Je vous ai trouvé évanoui dans un supermarché et j'ai agi comme n'importe quel être humain décent l'aurait fait. Rien n'était planifié. Alors, expliquez-moi comment est venue l'idée de la bourse. Comment connaissiez-vous ma situation à l'université? Je n'ai certainement pas mentionné cela la nuit où nous nous sommes rencontrés. Rémi hésita, et Juliette se rendit compte qu'elle avait touché quelque chose de significatif. La vérité, Rémi, toute la vérité. Il respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. Vous avez raison, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il fit une pause, la regardant directement dans les yeux. Je connaissais votre mère, Juliette. La révélation la frappa comme un choc électrique. De toutes les possibilités qu'elle avait envisagées, celle-ci ne lui avait jamais traversé l'esprit. Ma mère? Comment est-ce possible? Hélène a été mon professeur au lycée, expliqua-t-il, la voix douce en prononçant le nom de la mère de Juliette. Elle enseignait la littérature au lycée public où j'ai étudié. C'est elle qui a éveillé mon amour pour les livres, qui m'a montré des mondes au-delà de mon quartier pauvre de Belleville. Hélène a cru en moi quand peu le faisait. Juliette sentit le monde tourner autour d'elle. Sa mère, Hélène Rivière, avait été professeure dans l'enseignement public pendant des années, avant d'être victime d'un anévrisme cérébral quand Juliette avait seulement 10 ans. L'idée que Rémi l'ait connue ait été influencée. Par elle, semblait aussi improbable qu'un conte de fées. « Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné cela avant ?» demanda-t-elle, la voix presque un murmure.
Au début, je n'ai pas fait le rapprochement, admit Rémi. Rivière est un nom de famille courant, et vous ne lui ressemblez pas tant physiquement. C'est quand vous avez mentionné que votre mère avait été professeure de littérature et qu'elle était décédée quand vous étiez enfant. Les pièces ont commencé à s'assembler. J'ai confirmé quand j'ai vu sa photo sur l'étagère de votre chambre lors de ma première visite. C'était « Il y a des semaines », observa Juliette. « Pourquoi n'avez-vous rien dit depuis ?»« Je ne savais pas comment aborder le sujet », confessa-t-il. « Je craignais que vous pensiez exactement ce que vous pensez maintenant, que mon intérêt pour vous avait quelque chose à voir avec elle, que d'une certaine façon, j'essayais de payer une dette du passé. » « Et ce n'est pas le cas ? » « Non, » répondit-il fermement. « Ce que je ressens pour vous, Juliette, n'a rien à voir avec ma gratitude envers votre mère. Ce sont des sentiments complètement séparés. » Juliette se leva, marchant, jusqu'à l'étagère où se trouvait la photo mentionnée. Elle prit le cadre avec l'image d'Hélène, jeune, souriante, avec les mêmes yeux en amande que sa fille, bien que le reste de ses traits soit différent. « Elle n'a jamais mentionné un élève nommé Rémi, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je n'étais qu'un parmi des centaines d'étudiants qui ont suivi ses cours, » répondit-il, s'approchant prudemment. « Mais elle a fait une différence dans ma vie. Quand j'ai commencé à construire ma fortune, je l'ai cherchée pour la remercier, pour lui montrer que ses paroles d'encouragement n'avaient pas été vaines. »« Quand était-ce » demanda Juliette, assimilant encore l'information. « Il y a 15 ans. J'ai découvert qu'elle était décédée quelques années auparavant. J'ai été dévasté de ne pas avoir eu la chance de lui dire à quel point elle avait été importante. » Juliette remit la photo sur l'étagère, se tournant pour lui faire face. « Et la bourse d'études, le projet, tout cela est votre façon de la remercier à travers moi. »« Non, » répondit-il, s'approchant suffisamment pour prendre ses mains. « La bourse, oui, j'ai d'abord pensé à elle quand j'ai appris vos difficultés pour terminer vos études. Cela semblait poétique que la fille de celle qui m'avait inspiré à valoriser l'éducation rencontre des obstacles pour sa propre formation. Mais le projet, notre relation, tout le reste entre nous, c'est à propos de vous, Juliette. Uniquement vous. » Il y avait tant de sincérité dans ses yeux que Juliette sentit sa colère initiale se diluer, remplacée par une confusion d'émotions qu'elle ne pouvait pas complètement nommer. Elle retira ses mains des siennes, ayant besoin d'espace, pour traiter tout ce qu'elle venait d'entendre. « C'est beaucoup à absorber, dit-elle finalement. « Je sais, convint-il, et je comprends si vous avez besoin de temps. Je demande seulement que vous ne doutiez pas de ce que je ressens pour vous. Connaître votre mère a peut-être été le destin. Nous rapprochant, mais tomber amoureux de vous a été entièrement mon choix, le meilleur que j'ai jamais fait. » Le mot « amoureux » plana dans l'air entre eux, prononcé pour la première fois. Juliette sentit son cœur s'accélérer, incertaine de la façon de répondre. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir à tout cela. »« Je comprends, » acquiesça Rémi, respectant son espace. « Et concernant la bourse et le projet, la bourse, » hésita Juliette. « J'apprécie l'intention, mais je ne peux pas accepter quelque chose obtenu de cette façon. Si vous voulez m'aider, faites-le ouvertement, pas dans mon dos. »« Juste, » convint-il. « Et concernant le projet Printemps, je veux en savoir plus à son sujet, » décida-t-elle après un moment de réflexion. « Si c'est vraiment un poste basé sur le mérite, avec un processus de sélection équitable, je le considérerai. » Rémi acquiesça, apparemment soulagé qu'elle n'ait pas complètement rejeté l'idée. « J'enverrai toute la documentation du projet demain, et quant à la bourse, je parlerai à l'université. Peut-être pourrons-nous trouver une solution ? » Plus transparente. « Merci, » répondit-elle, la voix plus douce maintenant. Il fit un pas vers la porte, comprenant qu'il était temps de partir. « Je devrais m'en aller. Vous avez besoin d'espace, et je respecte cela. » Juliette acquiesça, l'accompagnant, jusqu'à la porte. Alors qu'il était sur le point de sortir, elle retint légèrement son bras. « Rémi, comment était-elle ? Comme professeur, je veux dire. J'ai peu de souvenirs d'elle dans ce rôle. » Un sourire nostalgique illumina son visage. Elle était extraordinaire, passionnée par la littérature d'une façon qui rendait impossible de ne pas s'y intéresser aussi. Exigeante mais juste, et elle avait ce don de voir du potentiel là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Je crois que vous avez hérité cela d'elle. Les paroles touchèrent Juliette profondément.
C'était un aspect de sa mère qu'elle connaissait peu, la professeure, le mentor, l'inspiratrice de jeunes. Entendre Rémi parler d'elle de cette façon apporta une nouvelle dimension aux souvenirs qu'elle gardait. « Merci de m'avoir raconté cela », dit-elle sincèrement. « Quand vous serez prête, j'ai plus d'histoires à partager », offrit-il avec un sourire gentil. « Bonne nuit, Juliette. » « Bonne nuit, Rémi. » Après son départ, Thérèse sortit de la chambre comme si elle avait attendu le moment exact pour réapparaître. Elle trouva sa petite fille assise sur le canapé, le regard perdu sur la photo de sa mère. « Tu as tout entendu, n'est-ce pas ?» demanda Juliette sans détourner les yeux de la photographie. « Mur fin, ma chérie », confirma la grand-mère, s'asseyant à côté d'elle. « Et le feuilleton n'était pas aussi intéressant que votre conversation. » Juliette ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. « Que penses-tu de tout cela, mamie? Ça semble si improbable. La vie est pleine de coïncidences qui semblent impossibles, » philosopha Thérèse, caressant les cheveux de sa petite fille. « Ta mère disait toujours que rien dans l'univers n'arrive par hasard. Peut-être a-t-elle raison. Penses-tu que je devrais lui pardonner, d'avoir agi dans mon dos? » Le pardon n'est pas quelque chose que nous devons à quiconque, Juliette. C'est un choix que nous faisons pour nous-mêmes, quand nous sommes prêts. Mais je peux dire une chose. Cet homme te regarde comme si tu étais la réponse à une question qu'il s'est posée toute sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours. Juliette embrassa sa grand-mère, reconnaissante pour sa sagesse simple, mais profonde. « Comment es-tu devenue si sage, mamie ?»« En vivant, en faisant des erreurs, en pardonnant, » répondit Thérèse avec un sourire. « Et en regardant beaucoup de feuilletons. Ils enseignent plus sur le cœur humain que n'importe quel livre de philosophie. » Elles rirent ensemble, un moment, de légèreté après l'intensité émotionnelle de la soirée. Plus tard, seule dans sa chambre, Juliette réfléchissait à tout ce qu'elle avait découvert. La connexion inattendue avec sa mère, les intentions de Rémi, ses propres réactions, tout semblait faire partie d'un puzzle plus grand qui commençait seulement à prendre forme. Le lendemain matin, comme promis, un messager livra un dossier contenant toute la documentation du projet Printemps. Juliette passa la journée à étudier les documents, impressionnée par la profondeur et le sérieux de l'initiative. Ce n'était pas simplement un projet de façade pour impressionner des investisseurs ou améliorer l'image publique de l'entreprise. C'était un engagement sincère envers la transformation sociale par l'éducation, exactement le type de travail dont elle avait toujours rêvé. En fin d'après-midi, quand le téléphone sonna, elle avait déjà pris sa décision. Cependant, ce n'était pas Rémi de l'autre côté de la ligne. « Mademoiselle Rivière », demanda une voix féminine inconnue. « C'est Marianne Leclerc, secrétaire de M. Étienne Dupont, vice-président de Dubois Immobilier. Il aimerait fixer un entretien avec vous demain, concernant le poste de coordinatrice éducative du projet Printemps. » La formalité de l'invitation surprit Juliette positivement. Rémi tenait parole. Elle passerait par le même processus de sélection que n'importe quel autre candidat. « Oui, bien sûr, » répondit-elle. « À quelle heure serait-ce convenable ? » « Monsieur Dupont est disponible à 10 heures. L'entretien aura lieu au siège de l'entreprise, dans le centre-ville. »« J'y serai, » confirma Juliette. En raccrochant, elle ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. Indépendamment de sa relation personnelle avec Rémi, c'était une opportunité professionnelle qui pourrait changer sa vie et celle de nombreuses autres personnes. C'était le moment de prouver sa valeur, pas seulement pour lui ou pour les autres, mais principalement pour elle-même. 3 mois s'étaient écoulés depuis la révélation qui avait transformé la vie de Juliette. L'été parisien cédait la place à un automne doux, et avec le changement des saisons, vinrent aussi des transformations profondes dans sa vie. L'entretien pour le projet Printemps n'avait été que la première étape d'un parcours intense. À sa surprise et sa fierté, le processus de sélection avait été rigoureux et impartial. 3 candidats, tous hautement qualifiés, évalués par un comité qui n'incluait pas Rémi. Quand elle reçut la nouvelle qu'elle avait été sélectionnée sur la base de ses propres mérites, la sensation d'accomplissement fut indescriptible. Maintenant, en ce mercredi matin, Juliette marchait sur le chantier de ce qui deviendrait le centre communautaire Printemps au cœur de la Courneuve. Portant un casque et un gilet de sécurité, elle accompagnait l'ingénieur responsable pendant qu'il expliquait les modifications apportées au projet original. « Nous avons agrandi la bibliothèque de 15 mètres carrés,
comme vous l'avez suggéré, expliquait Charles, indiquant la zone sur le plan. Ce sera le plus grand espace de lecture publique de la communauté. Parfait, approuva Juliette, prenant des notes sur son bloc. Et qu'en est-il de la salle polyvalente? Avons-nous réussi l'isolation acoustique pour les cours de musique? Oui, nous utilisons des matériaux de dernière génération. Les enfants pourront jouer de la batterie sans déranger les cours de soutien à côté. Juliette sourit, visualisant l'espace terminé et en plein fonctionnement. Dans quelques mois, ces murs nus et ces poutres exposées se transformeraient en un centre pulsant de connaissances et d'opportunités. Un lieu où des enfants comme elle l'avaient été auraient des chances qu'elle-même n'avait pas eues. « Mademoiselle Rivière ?» appela une jeune assistante, s'approchant rapidement. « Il y a une situation qui requiert votre attention. Un groupe de résidents questionne l'impact des travaux dans la rue latérale. »« J'arrive », répondit-elle promptement, prenant congé de l'ingénieur. Dans la rue adjacente au chantier, un petit groupe de résidents conversait avec animation avec l'un des superviseurs du chantier. Juliette s'approcha avec un sourire accueillant. « Bonjour à tous, je suis Juliette Rivière, coordinatrice éducative du projet. En quoi puis-je vous aider ?» Une dame d'âge moyen fit un pas en avant. « Le problème, ma fille, c'est que ces camions passent juste au moment où nos enfants vont à l'école. C'est dangereux. » Juliette acquiesça, comprenant immédiatement la préoccupation. « Je comprends parfaitement, madame. Martin. Madame Martin, j'ai 2 petits-enfants qui passent par ici tous les jours, à 7 heures du matin. » Madame. Martin, je vous remercie d'avoir porté cela à notre attention. Nous allons réajuster les horaires de livraison des matériaux pour qu'ils commencent après 8 heures, quand les enfants seront déjà à l'école. De plus, nous placerons des signaleurs et des personnes pour orienter le trafic aux heures critiques. La solution simple et immédiate sembla calmer les esprits. Madame Martin sourit, satisfaite. « C'est bon de voir qu'il y a des gens qui nous... »« Écoute, » commenta-t-elle. « D'autres grands projets par ici, on parlait et personne ne nous écoutait. Ce centre est pour vous, » répondit Juliette avec sincérité. « S'il ne répond pas aux besoins réels de la communauté, il n'aura pas rempli son objectif. » Après avoir résolu la situation et noté d'autres suggestions des résidents, Juliette consulta sa montre. Presque midi, il était temps pour sa réunion hebdomadaire avec l'équipe pédagogique. Marchant rapidement jusqu'au bureau temporaire, installé dans un conteneur adapté, elle trouva les 5 éducateurs qui l'attendaient déjà. « Pardonnez mon retard », s'excusa-t-elle, organisant ses papiers sur la table. « Nous avons eu une situation avec les résidents, mais c'est déjà résolu. »« Des problèmes ?» demanda Marthe, la psychopédagogue de l'équipe. « Des opportunités d'amélioration », corrigea Juliette avec un sourire. « Chaque interaction avec la communauté nous aide à affiner le projet. Maintenant, passons à notre chronogramme d'implémentation pédagogique. » La réunion se déroula de façon productive, avec des discussions sur les méthodologies d'enseignement, les matériels didactiques et les stratégies d'implication communautaire. Juliette coordonnait le groupe avec un mélange de fermeté et d'ouverture qui avait conquis le respect de tous, même de ceux qui initialement avaient questionné son expérience pour le poste. À la fin de la journée, épuisée mais satisfaite, Juliette organisait ses derniers rapports quand son téléphone sonna. C'était Rémi. « Salut », répondit-elle, un sourire involontaire se formant sur ses lèvres. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, la voix transmettant un intérêt authentique, intense, productive. « Nous avons résolu un problème avec les résidents, finalisé le plan pédagogique initial et j'ai encore réussi à visiter 3 écoles locales pour établir des partenariats. »« Impressionnant comme toujours », commenta-t-il, la fierté évidente dans sa voix. « On se retrouve toujours pour dîner ?»« Bien sûr, » confirma Juliette, regardant l'horloge. « J'ai juste besoin de passer chez moi pour prendre une douche et me changer. Ce chantier n'est pas exactement un environnement qui te laisse présentable pour un dîner. »« Tu serais belle même couverte de poussière, » plaisanta-t-il. « Je passe te chercher à 8 heures, alors. À tout à l'heure. » En raccrochant, Juliette s'accorda un moment de réflexion. Sa relation avec Rémi avait changé après la révélation concernant sa mère. Paradoxalement, ce qui aurait pu être un point de rupture était devenu un fondement plus solide pour leur relation. L'honnêteté tardive de Rémi, bien que douloureuse au début, avait ouvert la voie à une confiance plus profonde. Dans les semaines suivant la révélation, ils avaient maintenu des rencontres plus espacées,
donnant à Juliette le temps nécessaire pour tout assimiler. Graduellement, elle s'était aperçue que sa colère initiale avait cédé la place à une compréhension plus mature. Rémi avait commis une erreur de jugement, mais ses intentions avaient été sincèrement bonnes. Et plus important, son amour pour elle était réel, indépendamment de la connexion avec Hélène. Chez elle, alors qu'elle se préparait pour le dîner, elle trouva Thérèse regardant les informations locales. Un reportage sur le projet Printemps était diffusé, montrant des images du chantier et une brève interview de Juliette accordée la semaine précédente. « Regarde ma petite fille à la télévision », s'exclama Thérèse avec fierté. « Une vraie cadre !» Juliette rit, s'asseyant brièvement à côté de sa grand-mère. « Juste une éducatrice. » « Essayant de faire la différence, mamie. Une éducatrice avec un bureau personnel et une équipe de professionnels sous ses ordres, corrigea la vieille dame. Ta mère serait si fière. » La mention de sa mère, qui autrefois était toujours chargée de mélancolie, apportait maintenant un réconfort différent. Depuis que Rémi avait commencé à partager des histoires sur Hélène comme professeur, Juliette avait l'impression de découvrir une nouvelle facette de sa mère, comblant des lacunes dans ses souvenirs d'enfance. « Je sais qu'elle le serait, » convint-elle doucement, « et j'espère qu'elle continuera à être fière quand je retournerai à l'université le semestre prochain. » Oui, c'était un autre changement significatif. Après avoir rejeté la bourse d'études obtenue en coulisses, Juliette et Rémi avaient de trouver un chemin plus transparent. Elle participerait à un programme légitime de bourse pour les employés de Dubois Immobilier souhaitant compléter leur formation, un avantage disponible pour tout collaborateur qui se qualifiait académiquement. À 8 heures précises, la sonnette retentit. Rémi, ponctuel comme toujours, attendait avec un petit bouquet de fleurs sauvages. Pas les roses coûteuses ou les orchidées exotiques qu'il aurait pu facilement acheter, mais des fleurs simples qu'il savait qu'elle préférait. « Tu es magnifique », complimenta-t-il, lui remettant le bouquet. Juliette avait opté pour une robe simple de couleur corail, confortable mais élégante. « Merci, tu es très élégant aussi. » Ils prirent congé de Thérèse, qui tint à rappeler à Rémi le déjeuner de dimanche, une autre nouvelle tradition qui s'était établie ces derniers mois. 2 fois par mois, il se joignait à elle pour un déjeuner familial, apportant toujours un dessert spécial qu'il avait découvert lors de ses voyages. Dans la voiture, en route vers le restaurant, Rémi semblait légèrement nerveux, ce qui était inhabituel pour son tempérament généralement confiant. « Tout va bien ?» demanda Juliette, remarquant comment il tambourinait des doigts sur le volant. « Oui, juste. Impatient d'arriver », répondit-il avec un sourire qui ne la convainquit pas complètement. Le restaurant choisi pour la soirée était l'Étoile, à Montmartre, l'un des endroits préférés de Juliette pour la vue imprenable sur la ville et l'atmosphère romantique, mais sans prétention. Ils furent conduits à une table sur la terrasse, d'où ils pouvaient voir les lumières de Paris brillant sous le ciel nocturne. « J'ai demandé qu'on prépare quelque chose de spécial ce soir », commenta Rémi, tandis que le sommelier servait. Le vin qu'il avait sélectionné. « Une occasion particulière ?» demanda Juliette curieuse. « Peut-être », répondit-il énigmatiquement, levant son verre. « Un toast, au projet Printemps et à la femme extraordinaire qui lui donne vie. » Juliette sourit, touchant son verre au sien. « Et à l'homme qui a rendu tout cela possible. »« Non, » objecta-t-il gentiment. « J'ai seulement fourni les ressources. Tu crées quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé quand j'ai conçu le projet. La façon dont tu t'es connecté avec la communauté, dont tu as adapté chaque aspect aux besoins réels des gens, c'est inspirant, Juliette. » Le dîner se déroula agréablement, avec des conversations qui alternaient entre le projet, les plans futurs et les souvenirs partagés des derniers mois. En arrivant au dessert, Rémi sembla devenir encore plus nerveux. « Il y a quelque chose dont je veux discuter avec toi », commença-t-il, après que la serveuse eut apporté les desserts et se fut éloignée. « Ça a l'air sérieux », observa Juliette, remarquant son expression. « C'est important », convint-il, respirant profondément. « J'ai reçu une proposition pour étendre le projet Printemps à d'autres communautés. Un partenariat international qui financerait des centres similaires. Dans 10 localités différentes en France. »« Rémi, c'est incroyable !» s'exclama Juliette sincèrement enthousiaste. « Imagine l'impact que nous pourrions avoir. »« Oui, le potentiel est énorme, convint-il. Mais il y a un détail.
Le siège de l'organisation partenaire est à Bruxelles. J'aurai besoin de passer au moins 6 mois par an là-bas, coordonnant l'implémentation. L'information tomba comme une pierre dans l'estomac de Juliette. 6 mois par an dans un autre pays signifiait une séparation significative, un changement drastique dans la dynamique qu'ils avaient établie. « Je comprends », dit-elle finalement, essayant d'assimiler ce que cela signifierait pour eux. « Quand commencerais-tu » ? « Dans 3 mois. Temps suffisant pour garantir que le centre d'ici soit bien engagé avant de se concentrer sur l'expansion. » Juliette acquiesça lentement, l'esprit calculant déjà comment il pourrait faire fonctionner une relation à distance. « Nous pouvons y arriver. Il y a les appels vidéo et je pourrais peut-être visiter pendant les vacances universitaires. Ou, interrompit Rémi doucement, tu pourrais venir avec moi. » La proposition l'a pris par surprise. « À Bruxelles. Mais le projet ici, mes études, ma grand-mère, le centre d'ici resterait sous la supervision de Marthe, qui a déjà démontré une totale compétence. Quant à tes études, il y a d'excellentes universités à Bruxelles où tu pourrais terminer ton cursus, peut-être même faire un master ensuite. Et ta grand-mère, eh bien, elle pourrait venir avec nous, si elle le souhaitait. » Juliette cligna des yeux, étourdie par l'ampleur de la proposition. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas ?»« J'ai essayé, » admit-il avec un petit sourire. « Mais la décision t'appartient entièrement, Juliette. Si tu préfères rester, nous trouverons une façon de faire fonctionner notre relation à distance. Je ne te demanderai jamais d'abandonner tes rêves pour les miens. » Elle étudia son visage, voyant la sincérité dans ses yeux. C'était l'une des choses qu'elle admirait le plus chez lui. Malgré tout son pouvoir et ses ressources, Rémi respectait toujours son autonomie, lui donnait toujours le choix. « J'ai besoin de réfléchir, » répondit-elle honnêtement. « C'est une décision trop importante pour la prendre immédiatement. »« Bien sûr, » convint-il promptement. « Prends le temps dont tu as besoin. » Il y eut un bref silence pendant que tous deux réfléchissaient aux implications de la décision à venir. Ce fut Juliette qui parla en premier. « Indépendamment de ce que je déciderai concernant Bruxelles, je veux que tu saches une chose, » dit-elle, tendant la main sur la table pour toucher la sienne. « Ces derniers mois ont été les plus transformateurs de ma vie, et pas seulement professionnellement. Ce que nous avons construit ensemble, Rémi, c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé possible. » Les yeux de Rémi brillèrent d'émotions contenues. « Juliette, Il hésita comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Quand je t'ai trouvé dans ce supermarché, je ne pouvais pas prévoir comment tu changerais ma vie. J'avais le succès, la richesse, la reconnaissance, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. » Rémi fit une pause, prenant quelque chose dans la poche intérieure de sa veste. « Je n'avais pas l'intention de faire cela ce soir, mais le moment semble approprié. » À la surprise de Juliette, il ne sortit pas une boîte contenant une bague, comme elle l'avait momentanément craint et espéré. Au lieu de cela, il posa sur la table une petite clé dorée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « La clé d'une maison, » expliqua-t-il. « Une maison à Montmartre que j'ai achetée la semaine dernière. Ce n'est pas un manoir ni un appartement en attique. C'est une maison simple, avec un petit jardin à l'arrière où ta grand-mère peut cultiver les herbes qu'elle aime tant, avec suffisamment d'espace pour qu'une famille grandisse, mais pas trop grande pour se sentir impersonnelle. » Juliette regardait la clé, incapable de former des mots. « Je ne te demande pas de t'y installer avec moi immédiatement, » continua Rémi. « Je ne suggère pas non plus que tu abandonnes ton appartement à Montmartre, que je sais être plein de souvenirs. » Importance. J'offre simplement des possibilités, Juliette. Un futur que nous pouvons construire ensemble, à notre propre rythme, que ce soit ici, à Paris ou à Bruxelles. Elle leva les yeux de la clé vers son visage, voyant toute la vulnérabilité et l'espoir qui s'y exprimait. Cet homme, qui pourrait avoir tout ce que l'argent peut acheter, lui offrait quelque chose de bien plus précieux, un avenir partagé, construit sur le respect mutuel et la compréhension. « Puis-je voir la maison ?»« Avant de décider ?» demanda-t-elle finalement, un sourire se formant sur ses lèvres. Rémi rit, le soulagement évident dans son expression. « Bien sûr, dès demain si tu veux. Et quant à Bruxelles, je dois parler avec ma grand-mère, rechercher les universités, comprendre comment fonctionnerait la transition du projet. Nous ferons cela ensemble, promit-il. Chaque étape,
Juliette prit la petite clé dorée, sentant son poids symbolique dans la paume de sa main. Ce n'était pas simplement la clé d'une maison, c'était la clé d'un nouveau chapitre dans sa vie, un qu'elle n'aurait jamais imaginé possible quelques mois auparavant, quand elle luttait pour équilibrer 2 emplois et des factures en retard. Regardant à travers la terrasse la ville qui s'étendait en dessous, les lumières scintillantes se reflétant sur la Seine, Juliette sentit une certitude grandir en elle. Indépendamment du chemin qu'elle choisirait, rester à Paris ou s'aventurer à Bruxelles, elle ne serait plus seule dans son voyage. « Tu sais ce que ma grand-mère dit toujours ?» commenta-t-elle, faisant tourner la clé entre ses doigts. « La vie est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, d'autres heureux, mais si tu arrêtes de lire, tu ne sauras jamais comment l'histoire se termine. »« Et notre chapitre actuel ?» demanda Rémi, se penchant plus près. Juliette sourit, tendant la main pour entrelacer ses doigts aux siens. Il ne fait que commencer. Ce soir-là, tandis qu'ils contemplaient ensemble les lumières de la ville, l'avenir s'ouvrait devant eux comme un vaste horizon prometteur. Le chemin serait certes difficile, avec des tournants inattendus et des obstacles à surmonter. Mais maintenant, contrairement au passé, Juliette savait qu'elle n'avait pas à affronter les défis seule. De cette rencontre improbable au supermarché était né non seulement un amour, mais un partenariat qui transcendait les différences sociales et les attentes. Un partenariat basé sur le respect mutuel, la compréhension et le désir partagé de faire du monde un endroit meilleur, en commençant par leur propre communauté, mais sans s'y limiter. Le voyage qui avait commencé par un évanouissement, causé par l'épuisement, se transformait maintenant en une histoire d'autonomisation et de possibilités. Et tandis que Rémi la raccompagnait chez elle ce soir-là, la petite clé